Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. 800 morts au moins, un décompte macabre et un naufrage qui bouleverse les consciences et qui force à agir, à passer de la parole aux actes. Il y a 2 semaines, lorsqu'un chalutier a chaviré en Méditerranée avec à son bord des centaines de migrants, l'Europe s'est retrouvée au pied du mur de sa propre forteresse. Mais concrètement, que faire après l'indignation? Que faire après l'émotion? 3 invités avec nous pour en parler dans MOE sur TV5 Monde. Hélène Crouzilla, merci d'être avec nous. Vous êtes documentatrice. Vous avez réalisé le film intitulé Les Messagers. C'est sorti au mois d'avril en France. Votre documentaire a reçu le prix du meilleur documentaire au Festival africain de Vérone en Italie. Il parcourt depuis plusieurs mois les festivals. Il en a fait une 20aine. Avec nous également Alice Ménard. Bienvenue à vous également. Vous êtes enseignante chercheuse à la City University London. Vos études montrent l'urgence de légaliser l'immigration économique et d'accentuer en parallèle la répression contre la mafia des passeurs, mais aussi, nous le verrons, contre le travail clandestin au sein même du territoire européen. Et avec nous également sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, Fabien Didier Yéné, merci d'être avec nous. Vous témoignez dans le documentaire d'Hélène Crouzilla qui s'appelle donc Les Messagers. Vous avez quitté le Cameroun à l'âge de 24 ans. Vous avez tenté 32 fois de rejoindre clandestinement le continent européen. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Migrants au pied du mur. C'est aux éditions Séguier. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder cette image. Le pire a sans doute encore été évité ce week-end en Méditerranée. Plus de 3400 migrants ont été secourus au large de la Libye. Cette vaste opération de sauvetage a été coordonnée par les gardes-côtes italiens, opération à laquelle ont participé plusieurs pays, la France notamment. Hélène Crouzilla, dans votre documentaire Les Messagers, vous nous emmenez de Sahara jusqu'à Melilla en Espagne. Vous êtes allée à la rencontre des migrants. On regarde un extrait sans plus attendre de votre documentaire. J'ai trouvé des gens qui sont morts. Tu vois, au mois d'août, on travaille là-bas. On a trouvé plein de gens. Et je crois qu'il y a déjà une guerre ici. Il y a déjà une guerre. Tu vois, de 20, 30, 50 personnes qui sont sur l'eau. Tu vois, vraiment, c'est un choc. C'est une chose très triste. Ousmane, tu te rappelles de nos voisins là et celui qui était en haut là, c'est le petit là qui appelait toujours sa maman là. Maman, tu te rappelles? Oh oui, je me rappelle. Paraît-il qu'ils sont décédés, ils sont morts dans l'eau. Voilà, le petit qui appelait toujours sa maman, Hélène Crouzilla. On a le sentiment qu'avec ce documentaire, vous avez voulu redonner un visage, une vie, un parcours, une histoire à ces migrants. Oui, alors au départ, en fait, nous étions allés tourner au Maroc, plutôt dans l'idée de travailler sur la mise à l'écart des migrants qui sont bloqués donc, à la frontière. Ouais. Effectivement, en découvrant petit à petit et en écoutant le récit de diverses personnes sur la disparition de leurs proches ou de leurs compagnons de route, on découvre l'existence de ce qu'on a appelé un phénomène, c'est-à-dire effectivement des disparitions ont lieu, des personnes décèdent en plusieurs points du Maroc, selon un scénario qui est relativement similaire. Et donc, à partir de là, l'idée est évidemment de transmettre par la voix des témoins et par la voix des rescapés, de transmettre le parcours, le vécu en tous les cas. Voilà, le vécu, l'expérience et redonner vie et existence à ces disparus, voilà, à travers la mémoire des témoins. Fabien Didier Yéné, vous témoignez donc dans ce documentaire. Je le disais, ce qui frappe, c'est de redonner, cette volonté de redonner un visage et donc du coup de répondre à une certaine forme de déshumanisation, y compris dans les médias. Vous d'ailleurs, vous parlez à un moment donné dans ce documentaire de chosification, c'est un mot que je ne connaissais pas, et vous prenez à un moment donné un dictionnaire et le mot existe vraiment. Que veut-il dire et en quoi est-il très approprié pour raconter le sort de ces migrants? J'ai cherché dans ma petite connaissance et dans ma tête
le mot qui pouvait vraiment donner dans tout, comment dirais-je, dans son ensemble, qui pouvait avoir une définition par rapport au vécu de ces personnes qui sont mises à l'écart, de ces personnes où c'est le système qui crée cette mise à l'écart et qu'on voudrait même faire disparaître. Je n'ai vu que le mot chosification. Et je suis allé dans le dictionnaire moi-même, d'ailleurs, pour essayer de vérifier si ce mot avait son sens. Ouais. Et là, j'ai bien vu chosification qui voulait dire rendre quelque chose à une chose, c'est-à-dire rendre un humain à une chose. Et quelque part, on redéfinit la chosification comme la colonisation, la chosification comme... voilà. Je me suis dit, avec ce mot, vraiment, c'est le seul mot qui avait ce sens par rapport à tous ces gens aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est le système qui voudrait les ignorer, c'est le système qui voudrait les rendre à des objets. Ouais. Les témoignages, les rendre à des objets, les témoignages sont très très forts et ils racontent parfois avec difficulté. Hélène Cruzilla, certains disent, ils sont face caméra, ils hésitent, ils avancent, ils reculent en disant non, je veux plus en parler, c'est trop dur. Certains font des cauchemars encore plusieurs mois, plusieurs années après avoir vu des proches mourir sous leurs yeux dans un naufrage. Bah évidemment, enfin, s'il n'y a pas de, il y a aucune possibilité de ne pas prendre en charge cette histoire-là. Quand on est témoin de la disparition ou témoin d'un naufrage, on ne peut pas évacuer ce qu'on a vécu. Donc ça traumatise, ça laisse une empreinte qui est extrêmement forte. Après, la difficulté du témoignage, elle se joue là, mais elle est aussi nécessaire. C'est-à-dire que ce témoignage, il est aussi nécessaire. C'est le moyen le plus évident pour chacun de devenir sujet de cette histoire-là et de le transmettre, ce qui a eu lieu. Donc il y a ce double enjeu, quoi. Aussi, l'autre enjeu, c'est évidemment d'être cru. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles on a travaillé ne sont jamais entendues. Les naufrages qui sont liés à des exactions commises par des autorités marocaines comme espagnoles ne donnent lieu à aucune procédure judiciaire. Donc il y a un déni de cette histoire-là, il y a un déni de ces exactions, il y a un déni de tous ces naufrages. Or, ces personnes-là ont évidemment endossent la difficulté d'être crues par l'autre. Voilà. Et nous les avons crues. Nous les avons crues. Et c'est aussi la raison pour laquelle ces personnes témoignent avec une force et une vérité absolument hallucinante. En fait. Alors il y a ce responsable de la Guardia Civile espagnole qui dit de toute façon, lorsque vous parcourez 1000 km par vent, chaleur et pluie dans le désert, ce n'est pas une barrière, aussi impressionnante soit-elle, qui vous empêchera de passer, de retenter. On va y revenir avec vous tout à l'heure, Fabien Didier-Niéné, vous qui avez tenté 32 fois d'arriver sur le sol européen. Alice Ménard, d'abord peut-être votre étude, une étude co-réalisée avec Emmanuel Aurier, il me semble, c'est bien cela. Alors venons-en au cœur du sujet de vos propositions. Vous parlez d'un visa légal économique. Expliquez-nous. Alors oui, nous, ce qu'on propose, c'est justement un peu d'aller à l'encontre de toute la politique qui est menée d'ailleurs de façon constante, mais même de façon croissante depuis 40 ans. C'est une politique d'augmentation de la répression, d'augmentation des contrôles des frontières. Donc à notre sens, et on voit que ça n'a pas l'air de marcher, ça a peut-être abouti à plus de gens qui meurent de façon cynique dans la Méditerranée, ça a abouti à plus d'argent mis dans les mains d'une économie illégale, de commerce illégal, des passeurs, de tout un tas de personnes qui en profitent. Ça ne marche pas. Donc on propose autre chose. Et donc une alternative qu'on peut imaginer, c'est de légaliser. Nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose encore de différent d'une légalisation totale. C'est-à-dire on ouvre les frontières. Évidemment, si on ouvre les frontières, il n'y aura plus de trafic. Nous, on propose quelque chose un peu plus précis, qui est de légaliser en vendant des visas. Et ça a l'avantage d'à la fois éliminer le trafic d'êtres humains et en même temps de pouvoir quand même contrôler le nombre de personnes qui passent. Et là, je reviendrai là-dessus. Je ne prône pas que ce soit nécessairement un bon objectif. Et je mettrai toutes ces questions à côté. Mais si c'est l'objectif, ça semble être un des objectifs assez partagés, peut-être d'une grande partie de l'opinion publique ou des hommes politiques. Si l'objectif est à la fois d'éliminer le trafic d'êtres humains et en même temps de quand même pouvoir contrôler le nombre de personnes qui vont venir, eh bien là, nous, on propose quelque chose
qui... Alors vous n'écartez pas bien entendu les visas entre guillemets gratuits, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir le statut de demandeur d'asile politique par exemple pour fuir la guerre, ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de ces migrants qui viennent de Libye, de Syrie ou de pays du bassin méditerranéen ou d'Afrique. Une réaction peut-être à cela, Fabien Didier Yéné, des visas économiques, c'est plutôt rare d'entendre cette proposition. Comment vous l'accueillez? Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces chercheurs qui passent beaucoup d'années, beaucoup d'études à essayer de trouver des solutions par rapport à des phénomènes, des situations dont nous vivons. Mais concernant la question de l'immigration et des visas économiques, moi, j'ai l'impression qu'on est déjà dans un système où ceux qui ont la possibilité de voyager, de se déplacer, seront les mêmes personnes que demain, dans cette proposition, auront toujours, c'est-à-dire on va légiférer même, le fait que c'est les mêmes personnes qui ont la possibilité de voyager, les mêmes personnes qui auront des moyens, auront la possibilité d'être en possession de ces visas. Déjà qu'aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe en Afrique, même dans les pays tiers, les pays les plus pauvres du monde qu'on connaît, ceux qui ont des moyens ont la possibilité de voyager. Et ils le font aisément, sans souci. Mais ceux que l'on voit dans le documentaire Le Messager payent aussi, non? Justement, ce qu'on voit dans le documentaire Le Messager, certes, ce sont des élites, mais ils n'ont pas eu la possibilité légale d'avoir ces visas. Parce que quand on dit on va légaliser les visas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous qui avez votre argent d'une manière informelle, vous pouvez venir avec cet argent de façon ou bien de manière formelle pour avoir des visas. Et moi, je vous dis, ça existe déjà. Ça existe déjà. Sauf qu'aujourd'hui, quand nous, on prône la liberté de circulation et d'installation des personnes, on ne veut pas dire que nous, on est contre qu'on ne veut pas réguler les flux migratoires. Mais vous, quand vous aviez 24 ans, vous aviez sollicité un visa auprès des autorités d'un des pays de l'Union européenne? Oh non, moi je n'ai jamais sollicité de visa pour un pays européen à l'âge de 24 ans. S'il faut parler de moi, mon projet migratoire, c'était de s'installer au Maghreb. Ça, il est bien vrai que quand j'arrive au Maghreb, avec la répression en termes de droits humains au niveau du Maghreb, je me suis vu tenter d'aller en Europe. Là, ce n'était pas l'objectif au départ. C'était pas l'objectif au départ. Et vous avez été régularisé donc au Maroc par les autorités marocaines en 2008. Alors, je vous propose de regarder l'extrait d'un sujet que nous avons diffusé au moment du naufrage au large des côtes libyennes sur TV5 Monde. C'était il y a donc une quinzaine de jours. Regardez. Un par un, les 24 cercueils sont portés jusqu'au lieu de la cérémonie funéraire organisée ce matin à Malte. À l'intérieur, des cadavres anonymes, les seuls repêchés après le naufrage de ce week-end en Méditerranée qui a fait plus de 800 victimes. Dans l'assistance, un ministre grec, un autre italien et le commissaire européen à l'immigration. Un évêque et un imam sont là pour assurer le service religieux et rappeler la portée universelle de la tragédie. Cet événement nous rappelle que nous sommes tous des immigrants et que notre vie est un voyage. Nos ancêtres, Adam et Ève, ont émigré du ciel vers la terre. Nous avons émigré du ventre de nos mères jusqu'à ce monde et nous émigrerons jusqu'à nos tombes. Voilà, j'ai choisi cet extrait, Hélène Crouzia. Nous l'avons choisi parce qu'il fait écho à votre documentaire. C'est cette question, en fait, de la vie et de la mort. Ce sont souvent... Il y a des scènes très, très, très difficiles dans votre documentaire où on voit qu'on a creusé des fosses et qu'on a comme ça enterré à la hâte des corps, des dizaines de corps. Il y a cet homme qui parle de guerre aussi. Alors là, vous faites allusion donc à une séquence qui a été tournée du côté de Zarzis, à quelques kilomètres de la ville, donc où sont enterrés effectivement 280 corps en 2 fosses communes, en réalité à ce qui est une décharge publique. Voilà, donc la question qui a guidé le film, c'est évidemment où sont les corps, où sont les corps de tous ces gens qui disparaissent. Et donc nous avons découvert ces 2 fosses communes le dernier jour de tournage. Mais ce qui est important en fait de comprendre, et c'est ce que nous avons mesuré pendant tout le temps de tournage qui a donc duré 4 ans, c'est la difficile prise en charge en fait des corps. C'est-à-dire que on se retrouve dans le cadre d'une disparition face à une rupture dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'un tel peut très bien savoir que son ami a disparu, mais ne connaissant pas forcément son nom ou son identité réelle, ne peut pas transmettre sa disparition ou sa mort à la famille ou à d'autres amis. Et donc on est face en fait à un phénomène qui détruit tous les éléments qui permettent finalement de donner une identité à tous ces gens qui disparaissent. Et ça c'est très très important. Et
effectivement, ce qu'on essaye de traduire, enfin ce qu'on a essayé de mettre en scène aussi dans ce film, c'est finalement des individus qui, chacun à leur mesure, retravaillent en des points cette chaîne de transmission, tel un prêtre qui, effectivement, inhume des corps qu'il recueille dans le cimetière chrétien de la ville, mais qui n'appose pas le nom de ces migrants sur les tombes, tel... ces deux fosses communes là, qui sont situées du côté de Zarzis, effectivement, il y a cette idée, il y avait dans l'idée des autorités de l'époque d'un moment donné construire un cimetière réel, mais finalement il n'y a pas de possibilité. Et ce qui est, enfin, ça ne se fait pas, disons, c'est laissé en jachère, le projet d'inhumation. Et donc là, pour nous, on est dans quelque chose qui est très grave, au sens où la chaîne de transmission, elle est portée par des individus qui ne peuvent avoir qu'une prise en charge parcellaire de la chose, si bien qu'on est face à un phénomène qui refuse en quelque sorte l'inhumation à des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est très grave du point de vue de notre humanité. C'est très très grave, parce que le propre de l'humain et ce qui nous sauvegarde du point de vue... C'est d'avoir une sépulture et d'avoir des funérailles dignes. Et voilà. Alice Ménard, votre proposition que l'on évoquait tout à l'heure sur les visas économiques va de pair avec ce que vous appelez une répression des filières, des passeurs. Quelle proposition concrète pour toucher justement le cœur, la cible de ce trafic? Oui, alors justement, notre proposition, c'est effectivement d'essayer d'éliminer le trafic d'êtres humains. Et donc pour ça, en fait, il faut pouvoir proposer un visa à un prix qui soit relativement bas. Pourquoi? Parce que si le prix du visa est trop élevé, alors il est sûr que les passeurs, les trafiquants vont en fait proposer de surenchérir en faisant du low cost, et donc ça n'éliminera pas le problème. Ça va peut-être changer un petit peu leur industrie, mais ça ne va pas les éliminer. Donc il faut qu'ils soient assez bas, d'accord, donc pour qu'ils ne puissent plus justement rentrer en compétition. Maintenant, là on peut se dire, s'il est trop bas, on revient au problème de la légalisation, la libre circulation sans prix, etc. On peut penser que ça pourrait augmenter les flux. Et donc si ce n'est pas l'objectif des hommes politiques, je ne dis pas que ce soit pas un objectif louable, mais si ce n'est pas l'objectif, il faut penser justement à un prix du visa qui ne soit pas trop bas. Pour que ce prix du visa ne soit pas trop bas et qu'il élimine les passeurs, eh ben, il faut augmenter la répression. C'est-à-dire qu'il faut rendre leur business, leurs opérations plus difficiles à mener, plus coûteuses, afin de pouvoir les éliminer facilement, même avec un prix de visa pas trop bas. Détruire les bateaux, comme propose par exemple le chef du gouvernement italien Matteo Renzi? Ça peut être une possibilité. D'accord, mais on peut penser qu'il y a aussi d'autres types de répression pour lesquels on a une marge de manœuvre qui est encore plus grande et qui a peut-être des bénéfices plus importants avec des coûts moindres. Ça peut être, par exemple, augmenter les sanctions contre les employeurs d'illégaux dans nos pays. Sur le travail au noir. Voilà, et là-dessus, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais peut-être... dans un instant, mais je vois que Fabien Didier-Yéné veut réagir à ce que vous dites. Justement, je voulais d'abord rappeler quelque chose. Le visa en lui-même n'est pas cher. Il faut regarder le visa en lui-même. Quand on parle qu'il faut... la juridiction, le visa ne coûte rien. Mais le problème, c'est comment faire pour accéder au visa. Le visa n'a jamais coûté 3 000 € ou 4 000 € qu'on voit ces gens qui sont en train de payer. Parfois, le visa en lui-même, c'est des thèmes... Alors, allez-y rapidement. C'était votre point aussi de tout à l'heure. Vous disiez que cette politique de visa qu'on vend, elle est déjà appliquée. Je dirais non, pas du tout. Nous, ce qu'on prône, c'est quelque chose de très différent. Cette politique de visa, dont vous parlez, c'est une politique de visa rationnée. C'est-à-dire, on offre une quantité limitée de visas à des gens qu'on sélectionne, d'accord, que les autorités elles-mêmes sélectionnent. Et effectivement, les visas ne sont pas à un prix élevé, c'est en fait des prix modiques. Nous, ce qu'on parle, c'est justement une autre solution où il n'y a pas de barrière à part le prix du visa. Okay, il n'y a pas de sélection des gens. Tout le monde est éligible à acheter un visa. Et c'est comme ça qu'on peut justement éliminer le marché des trafiquants. Parce qu'au lieu de passer par un trafiquant et de payer une énorme somme d'argent pour un droit à passer de façon illégale, pas un droit à passer, mais un passage illégal, là, les gens seront prêts à payer un passage légal
à un prix qui peut être d'ailleurs un prix élevé par rapport au visa actuel. Par contre, il n'y a pas de rationnement. Qui dit rationnement dit que là, il y aura du trafic d'êtres humains. Alors Fabien Didier-Yéné, juste sur cette question des passeurs, vous racontez-vous dans votre livre le racket, le vol, les viols, enfin les agressions dont sont victimes les migrants, souvent des personnes vulnérables. Il y a aussi des femmes et des enfants, ne l'oublions pas. Sur cette véritable pieuvre qui s'est construite en Méditerranée, on a le sentiment comme ça que ce sont des bandits de grand chemin qui profitent de la misère humaine. On peut trouver, et c'est à lire dans le Canard enchaîné de cette semaine, un diplomate français qui met des coups de tampon, un navigateur ukrainien, un missionnaire congolais. Il y a ceux carrément spécialisés aussi, par exemple, dans le départ des Irakiens et des Libyens via l'île italienne, via la Sicile, par exemple. Ça, vous en êtes conscient, vous qui travaillez sur ces dossiers depuis plusieurs années? Effectivement, ça rejoint à peu près ce que je disais, que le visa en lui-même n'est pas cher. Moi, j'appelle ça aujourd'hui une industrie de la migration. C'est toute une industrie qui est mise, de très bien structurée. Qui pourrait dépasser bientôt le trafic de drogue. Hein. Oui. Selon l'ONU, c'est 150 millions par an. Les chiffres les plus crédibles, ce serait autour de 3 à 5 milliards d'euros par an. C'est colossal. Oui, effectivement. Aujourd'hui, certes, on parle de la Méditerranée, mais si on essaye de rentrer un peu en avant au niveau du Maghreb, c'est-à-dire le désert subsaharien avant de traverser pour arriver en Algérie, au Maghreb, c'est toute une autre affaire qui se passe là-bas. Il faut voir comment on raquette les gens, comment on emprisonne. Il y a même des raisons, on emprisonne. Vous êtes en prison, on appelle, on fait des appels d'argent par la famille. C'est la famille. C'est comme si vous étiez en prison et il faudrait qu'on vous libère. On menace vos familles contre votre vie et vous ne pouvez rien faire parce que les autorités de ces pays sont concernées. Même, heureusement que cette Vous dénoncez une connivence entre l'Europe et certains pays d'Afrique. Beaucoup disaient, par exemple, que Mouammar Kadhafi faisait le sale travail de l'Union européenne. Mais à quel prix? Il y avait aussi des corps qui jonchaient le désert, notamment. Oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde en sait que vraiment l'Europe sous-traite avec tous ces pays du Maghreb. Les frontières externes de l'Europe aujourd'hui ne sont plus en Europe. Par exemple, moi qui suis Camerounais, quand on va me contrôler pour entrer en Europe, le contrôle ne se fait pas à Roissy-Charles de Gaulle. Le contrôle se fait chez moi, au Cameroun. Tu as l'impression que c'est les fonctionnaires camerounais qui te posent la question, où tu habites même en France, qui te posent la question. Le Cameroun, carrément. Le Cameroun. C'est donc l'Europe aujourd'hui, ils ont transposé les frontières. Donc, concernant la question de connivence entre les autorités européennes, ça c'est indéniable, tout le monde le sait. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais le problème c'est, aujourd'hui, certes, nous, on accuse même l'Europe par rapport à ce drame qui vient de se passer à la Méditerranée. Mais où sont les chefs d'État aussi africains? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de société civile. On a vu des petites sociétés civiles comme au Sénégal, aussi au niveau du Maroc, qui ont essayé de se mobiliser. Mais est-ce que nos chefs d'État africains aujourd'hui, eux aussi, ne peuvent pas dire, voilà, on fait une mobilisation parce que c'est l'humanité qui est en train de périr dans la Méditerranée? Kadhafi, moi je ne fais pas sa promotion, lui seul sait comment il s'en prenait avec l'Europe, mais je dis ce que Kadhafi faisait aussi avec l'Europe, la même chose se fait au Maroc, la même chose se fait en Tunisie, sauf que ça a des facettes différentes. Le Maroc où j'ai vécu 12 ans, je peux vous dire, toutes ces tentatives massives, qu'on démontre chaque jour qu'il y a eu des tentatives massives, il y a une impulsion implicite des autorités. C'est-à-dire vous ne pouvez pas voir 800 personnes se lever un beau matin pour prendre... On va regarder un deuxième extrait du documentaire Les Messagers. On va comprendre pourquoi d'ailleurs ce titre Les Messagers. O más bien lo que interesa es esa ambigüedad, hacer lo que uno quiere y mandar el mensaje, ¿no? De si vienes por aquí te puede pasar esto, ¿no? Ese mensaje muy disuasorio, ¿no? Ossa Gato Keto, Sierra Leone, 24 ans. Ngonouk Annie, né en 1971 du Cameroun. Suzanne Osasunia, décédée à 20 ans. Ossas Dania, à l'âge de 21 ans. Vous voyez, on a certains détails. Voilà, il y a donc ce message, il y aurait ce message, Hélène Crouzillat, quel est-il?
on essaie de décourager les migrants, non pas en organisant, mais en laissant faire comme ça ces naufrages en Méditerranée et en tout cas ces abus? Évidemment, en tout cas, c'est ce qu'on découvre et ce qu'on a découvert lors de ce tournage, c'est que la non-assistance aux personnes en danger et des bateaux en perdition est récurrente. On s'aperçoit évidemment qu'il y a un jeu de ping-pong entre les différentes autorités européennes ou les autorités des pays tiers, quoi. Voilà. Donc on est effectivement face à un laisser-faire qui permet qui autorise le fait que les gens disparaissent, voilà. Et en tout cas, il retente 32 fois, on l'a dit pour vous, Fabien, Didier et Yéné. On va terminer avec vous, Alice Ménard. Donc, il y a quelque chose qui reflète un peu nos sociétés aussi dans tout cela, ce manque d'humanisme dont on parle. C'est aussi ce qui se passe en Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à savoir le travail au noir. Tout à fait, oui. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous proposez à ce sujet-là? Vous dites que tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, c'est quelque part la racine du mal? C'est pas, dans notre point de vue, c'est une façon justement de pouvoir mettre en place ce visa qui élimine les smugglers, peut-être à un moindre coût et avec peut-être moins de problèmes supplémentaires qu'en augmentant la répression, le contrôle des frontières. Voilà. Donc c'est un moindre mal, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a effectivement une très grande hypocrisie dans nos sociétés qui est de ne pas tellement vouloir considérer que ça aussi c'est un problème et de ne pas vouloir vraiment augmenter les moyens qui va justement cibler plutôt ce problème-là, qui est aussi... Cibler par exemple aussi les employeurs, vous dites, qui restent... Voilà, sanctionner les employeurs, faire que employer des illégaux, enfin... Des travailleurs clandestins au noir. Des travailleurs clandestins est un coût pour les employeurs, ce qui va aussi nourrir le trafic d'êtres humains. Merci, très très vite alors. Juste une petite citation d'Aminata Traoré, donc à qui appartiennent les ressources minières, agricoles, forestières, halieutiques, toutes les ressources dont l'économie mondialisée a besoin, elles appartiennent aux enfants qui viennent mourir aux portes de l'Europe. C'est important de le savoir, c'est une raison. Voilà pour ce message, voilà pour les messages. Et merci à tous les trois. Merci à vous d'être fidèles à MOE. À dimanche prochain.